Ça fait quelque temps que je m'intéresse aux nanoparticules. Enfin, pas à leur aspect strictement technique, pas tant que ça, mais en revanche, pourquoi je les vois apparaître de plus en plus dans des discours qui alimentent les complots, alors ça m'intrigue. Je crois que ça a commencé pendant le Covid, quand le mouvement anti-vax a pris de l'ampleur et que mon fil d'actualité s'est rempli de vidéos un peu comme celle-ci. Everywhere I go, everything is trying to connect to me, man, like Bluetooth connectivity. What do you mean? I got Bluetooth connectivity. I get in the car, my car is trying to connect to me. I go home, or my computer is trying to connect. Like, everywhere I go, I keep getting this notification all the time. It's nuts. Alors, on en a vu partout dans le monde, et notamment en France, où certaines stars ou ex-stars de la télé-réalité ont servi de gros relais médiatiques. On va tous être pucés, mais pas une puce comme vous imaginez de chien ou chat qu'on peut retirer, non. Des nanoparticules, ça sera. On ne pourra pas les retirer. Alors je me suis demandé pourquoi les nanoparticules, qui à première vue n'ont comme caractéristique que d'être de minuscules particules de matière, de l'ordre du milliardième de mètre, pourquoi les nanoparticules concentrent autant de fantasmes et autant d'angoisse. Qu'est-ce que ça raconte des complots, mais qu'est-ce que ça raconte aussi du rapport qu'on entretient aujourd'hui à la science? Le premier réflexe, ce serait de considérer que ceux qu'on appelle les complotistes sont un peu dingues. Mais quand une idée, même fausse, se répand, quand autant de gens en sont sincèrement persuadés, invoquer la folie, ça ne tient plus. Alors, j'ai pris rendez-vous avec Sophie Carinco. Elle travaille sur les nanoparticules au CNRS depuis une quinzaine d'années et j'ai eu envie d'avoir son point de vue. Pour commencer, je lui ai montré une des vidéos en question. Le vaccin et les nanoparticules sont mélangés dans la seringue. Et le vaccin et les nanoparticules sont donc injectés simultanément dans votre corps. Dès cet instant, votre téléphone portable vous localise aussitôt. Et par la magie des réseaux 5G, votre localisation n'est plus un secret pour les autorités. Alors voilà, des nanoparticules dans les vaccins qui permettent de communiquer avec nos téléphones. J'aimerais savoir ce que Sophie en pense. Alors en fait, ça m'interpelle parce qu'il y a des morceaux qui sont pas faux, voire même qui sont assez vrais, mais mis ensemble, ça n'a plus aucun sens de mon point de vue. Le fait qu'il y a des nanoparticules dans certains vaccins, c'est vrai. Par exemple, les derniers vaccins ARN messager, c'est un nanocargo qui permet de protéger l'ARN messager et de l'amener jusqu'à l'endroit où il va pouvoir être actif. Mais l'association des deux, là, je ne comprends pas. Ce que Sophie ne comprend pas, c'est l'association entre nos smartphones et les nanoparticules présentes dans les vaccins, comme si c'était des petits nanorobots qu'on pouvait diriger de l'extérieur. Scientifiquement, ça ne tient pas, mais ça ne veut pas dire que tout est faux. Ça me rappelle un passionnant essai, Q comme complot, qui explique que tout complot se déploie à partir d'un noyau de vérité. Son auteur essaye de comprendre pourquoi, depuis très longtemps, des gens voient des complots partout. Alors, Wu-Ming, il fait bien le distinguo entre des manipulations d'entreprises et d'États qui sont avérées et vérifiées par des enquêtes journalistiques notamment, et les complots qui sont des grandes fictions qui visent à expliquer que nous sommes manipulés par une toute petite minorité, en général cachée. This agenda for the world doesn't happen within the period in office of a prime minister or a president. It's this network that is always there, no matter who's in power. Wu-Ming fait l'histoire des complots depuis l'abbé Baruel, qui juste après la Révolution française pensait qu'elle était l'œuvre des francs-maçons, jusqu'au QAnon, cette mouvance issue de l'extrême droite américaine, qui pense, elle, que les États-Unis sont menacés par un complot pédosataniste et qui ont largement participé à l'invasion du Capitole en janvier 2021. Aujourd'hui, les nanoparticules ont fait leur entrée dans les grands complots. Et ce que j'aimerais comprendre, c'est s'il y a des raisons à ça. Dans la manière dont elles sont utilisées dans l'industrie, par exemple, ou dans ce qu'elles sont chimiquement, ou même simplement dans le fait qu'elles sont toutes petites. Une nanoparticule, c'est un objet au niveau sensoriel pour lequel on est très peu armé. Moi-même, je ne peux pas la sentir, je ne peux pas la toucher, je ne peux pas la voir à l'œil nu. Et je crois que ces objets qu'on a du mal à percevoir sont des objets pour lesquels l'imaginaire prend le relais. Donc dans l'imaginaire, il y a l'espoir et il y a la peur. Un exemple plus ancien, celui des microbes. On trouve certaines affiches, par exemple, qui représentent le microbe sous forme d'un petit monstre. Voilà, un exemple parfait où l'imaginaire a pris le relais d'un objet qu'on n'arrive pas à bien percevoir. On sait qu'on est entouré de virus et de bactéries qui entrent et sortent de notre corps
en continu, qui ne sont pas toujours nuisibles, voire très utiles. Mais voilà, la nanoparticule, elle est encore plus petite, donc flippante. C'est vrai qu'une nanoparticule, en taille, c'est le milliardième d'un être humain. Mais une nanoparticule, c'est déjà un assemblage d'atomes. Or, pour des scientifiques qui manipulent les atomes, c'est gros. Et ça, je le comprends quand Sophie me montre comment elle fabrique des nanoparticules. Ben, c'est presque décevant. Les montages au laboratoire qui nous permettent de fabriquer des nanoparticules, finalement, n'ont rien d'extraordinaire. Là, j'utilise une verrerie qui a été développée il y a plus de 100 ans, avec un ballon dans lequel, au début de la réaction, je vais utiliser ce qu'on appelle un solvant, et je vais y ajouter des ions nickel. Et c'est simplement en chauffant les ions nickel se forment les nanoparticules. Donc là, il y a à peu près 200 mg de nanoparticules, ce qui fait en fait déjà plusieurs milliards de nanoparticules. Je n'ai pas le chiffre exact. Donc les nanoparticules au laboratoire de chimie, ce n'est pas nécessairement de la haute technologie en termes de fabrication. C'est même accessible finalement dès un TP de chimie. On peut fabriquer des nanoparticules en TP de chimie. Et d'ailleurs, depuis très longtemps, avant même de savoir que c'était des nanoparticules, les humains les manipulaient. Un exemple très célèbre, la coupe de Lycurgue. Le verre dont elle est faite a la particularité de pouvoir changer de couleur selon l'exposition à la lumière. Eh bien, c'est parce que les artisans verriers de cette époque, très lointaine, savaient déjà réduire l'or et l'argent à de toutes petites particules qu'ils inséraient dans le verre et qui produisaient cet effet. Sans même qu'ils sachent exactement pourquoi, ils avaient compris quelque chose de fondamental. Les propriétés de la matière changent selon sa taille. C'est ce que je trouve fascinant dans les nanoparticules, c'est que si on fait varier une qualité de la particule, on peut changer beaucoup d'autres qualités. Je prends un exemple simple. Ma nanoparticule nickel, si elle est en deçà d'une certaine taille, elle n'est pas magnétique. Et si je la fais grossir un petit peu, elle va se coller sur un aimant. Donc c'est la richesse de ces objets, mais c'est aussi la complexité qui va avec. Par exemple, si on cherche à étudier leur toxicité, il va falloir étudier de façon différenciée la plus petite particule et sa voisine qui est un peu plus grande. Aujourd'hui, grâce au progrès de la recherche, on sait que certaines nanoparticules permettent de rendre un matériau plus léger et donc de réduire le poids d'un fuselage, par exemple. D'autres permettent de rendre des textiles plus résistants. Et c'est peut-être en médecine que les espoirs sont les plus importants, dans les vaccins, ça on l'a vu, mais aussi dans l'amélioration de la qualité des IRM. Là on se dit extraordinaire les nanoparticules, formidable. Mais malgré ces avancées, elles font peur. Je pense qu'il y a une première raison, c'est l'idée que nos corps vont être traversés par une matière manipulée, fabriquée technologiquement. Eh bien, on a toujours envisagé ça avec un mélange de fascination et d'inquiétude. 4 men and a beautiful girl, off on a fantastic voyage, actually entering inside the human body. Ce film date de 1966 et c'est pas complètement un hasard. C'est exactement à cette période qu'on commence à évoquer le monde de l'infiniment petit, notamment par une conférence qui est restée très célèbre du physicien américain Richard Feynman et dont on pourrait traduire le titre par « il y a plein de place là en dessous de nous ». If you take all the books in all the libraries, all over the entire world, all that information could be remembered in a piece of dust. And that gives us some idea about the fact that there's plenty of room to make things very much smaller than we ever made them before. En ce qui concerne les nanoparticules, le véritable bond en avant a eu lieu dans les années 80 avec l'invention du microscope à force atomique qui permet de voir ce qui est vraiment minuscule et la publication d'un livre. Ce livre, c'est The Coming Era of Nanotechnologies. Ça va être un best-seller qui va jouer de l'ambivalence des imaginaires. Et alors, il mélange allègrement tout ce qui se passe à l'échelle nano. Les nanoparticules et les robots, les avancées scientifiques qui sont déjà établies et d'autres qui sont peut-être encore à venir. Bref, le mot nano se dote d'une aura aussi fascinante qu'effrayante dont la fiction a joué à plein. What are they? They're nanobots. Right. Microscopic biorobots that can enter your system by the slightest contact with your skin. D'un côté, il y a donc cet imaginaire qui se déploie. Mais la deuxième raison, à mon avis, c'est l'emballement industriel. Il y a eu une période où le mot nano a fait rêver. C'est ce que j'appelle une économie de la promesse. Quand ces nouvelles technologies sont apparues sur le marché, on a pu croire qu'on serait capable de tout faire avec. Et un certain nombre d'objets du quotidien, du point de vue du marketing, ont été vendus sous cette étiquette. Tout est devenu nano. Et l'industrie s'est mise à utiliser les nanoparticules, par exemple dans l'agroalimentaire pour que les bonbons soient plus blancs, pour que les sauces soient mieux liées, et dans le textile pour que les chaussettes sentent moins mauvais.
particles that happen to be in the sock itself, the nanoparticles of the infrared. Mais cet emballement a eu lieu sans trop de précautions apportées aux effets de ces nanoparticules sur notre santé. Comme souvent en matière d'innovation, le législateur a commencé par laisser faire. Or, progressivement, on s'est aperçu que certaines de ces nanoparticules pouvaient avoir un effet négatif. On a légiféré en interdisant certaines ou en rendant obligatoire le fait que soit affiché sur des étiquettes la présence des autres avec le mot nano. Sauf que dernièrement, plusieurs études ont sonné l'alerte. En testant des produits de consommation courante, elles se sont aperçues que certaines nanoparticules présentes dans ces produits n'étaient pas étiquetées et que d'autres, qui étaient censément interdites, y étaient présentes. Évidemment, ces entorses à la loi, ça n'incite pas à la confiance. Et qu'est-ce qu'elle en pense, elle, Sophie, de cette question de la toxicité ? Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, du point de vue de la toxicité, c'est que, en fonction de la taille, de la forme et de l'état de surface, de l'enrobage, un objet nanoparticulaire pourra ou pas être capté par inhalation, ou à travers la peau, ou quand on l'ingère. Mais après savoir exactement l'effet, en fait, il faut faire une étude au cas par cas, et c'est pour ça que la toxicité de ces objets, c'est un vrai sujet de recherche, qui est difficile, qui est long, et qui demande du temps et des moyens. Et Sophie, elle va même plus loin. Est-ce qu'il n'y a pas trop de nanoparticules dans les produits de consommation courante? Je crois que toute nanoparticule qu'on ne met pas parce qu'elle ne serait que futile est une nanoparticule justement évitée. C'est vrai pour tout additif. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut en mettre nulle part. Je suis en train de dire que si on ajoute un composé qui contient des nanoparticules à un objet, on doit clarifier, nous avons l'obligation de clarifier le bénéfice attendu et d'évaluer ce bénéfice au regard des risques potentiels. Là, on comprend mieux ce que dit Wu-Ming 1 quand il parle de noyau de vérité. Ici, le noyau de vérité, c'est l'impact sur la santé de certaines nanoparticules et plus généralement les risques liés à l'innovation. Et ce noyau, dont on ne parle pas assez, on voit bien comment il permet de construire le fantasme d'une sorte de main qui viendrait imposer son pouvoir à notre insu. Et à laquelle les complotistes adorent associer la figure de Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates. Pourquoi d'un seul coup, Bill Gates commence à distribuer de l'argent dès qu'il s'agit de vaccins? What's the motive? It's to get you and I to take the shot. Une puce qui s'auto-alimente avec les mouvements et qui transmet en même temps des données. Mais Wu-Ming 1, dans sa définition du complot, il ajoute une autre idée. Il dit que c'est une diversion, une narration de diversion construite autour d'un noyau de vérité. Diversion pourquoi? Parce que ce fantasme, il nous détourne des vrais enjeux, qui sont 1. De faire pression pour que les industriels respectent les règles et les lois, 2. Que l'État sanctionne, 3. Qu'on donne aux scientifiques les moyens de travailler sur la toxicité de ces objets. Mais pour que ça fonctionne, il y a une condition. C'est que le public ait confiance dans le travail des chercheurs et dans les méthodes qui sont employées. Or là, il faut reconnaître que quelque chose s'est cassé, en tout cas pour une partie de la population. Notre société associe beaucoup le mot chimique à une notion de dangerosité. Donc c'est quelque chose que je perçois du côté des nanotechnologies, sujet sur lequel je travaille, mais que je perçois aussi tout simplement quand je dis que je suis chimiste. D'abord je dis, je fais de la recherche, on me dit « Ah !» et ensuite, dans quel domaine? Dans la chimie. « Ah !» Pourquoi? Parce que en tant que chimiste, je fabrique des objets nouveaux et ce cheminement fait renaître des peurs très anciennes qui sont celles de la manipulation du vivant, la manipulation de la matière. Et en ce sens, certains pourraient un petit peu tirer le fil et dire que les chimistes ont fait des dégâts dans l'humanité. Oui, certains chimistes ont été associés à la fabrication de technologies terribles. It was one way we were going to win the Vietnam War. Dump herbicides all over the jungle so the Viet Cong would come out and fight. Et en tant que chimiste, je porte sur mes épaules cette histoire, en partie. Pour autant, j'ai la conviction que ce n'est pas le chimiste qui crée ses victimes, ou ce n'est pas la chimie qui crée des victimes, ce n'est pas cette science qui crée des victimes, mais c'est bien l'usage, l'appropriation que nous faisons collectivement, ou que certains groupes font de ces technologies qui pourraient malheureusement avoir des conséquences néfastes. Et c'est pourquoi je crois qu'il en va des nanotechnologies comme de toutes les technologies que nous développons. Nous devons avoir une vigilance sur les objets que nous développons. En écoutant Sophie, je me dis qu'elle incarne une position assez nouvelle dans le monde de la science.
D'abord, si elle répète souvent qu'elle est optimiste. Je suis d'un naturel optimiste, en tant que personne peut-être optimiste de nature. Comme je vous l'ai dit, je suis optimiste. L'autre notion qui revient le plus souvent dans sa bouche, c'est l'humilité. Je dois rester humble, il est important de rester humble. J'ai l'impression qu'elle, et beaucoup d'autres, ont pris acte de tout un travail qui a été mené depuis les années 70 pour inciter les scientifiques à répondre aux critiques de la société, à être plus prudents. Et l'un de ceux qui a permis cette nouvelle réflexion sur le travail de la science, c'est le sociologue Bruno Latour. Il l'a fait en étudiant très concrètement la manière dont les scientifiques travaillent au quotidien dans leur laboratoire. Et la conclusion à laquelle il est arrivé a bouleversé la manière de considérer la vérité scientifique. Une méthode scientifique tout-terrain qui ferait « j'enfile une blouse blanche et tout ce que je vais dire, mesdames et messieurs, maintenant fait partie de la science avec un grand S », c'est un mensonge, c'est une imposture. Parce que ce qui va marcher pour une discipline ne va pas marcher pour l'autre, mais dans une discipline, ce qui va marcher pour un cas ne va pas marcher pour le cas suivant. Moi, je le prétends maintenant, et je dois dire que la crise de climat et celle du Covid me le prouvent encore plus. Les sciences sont mieux défendues, mieux comprises, quand on dit, mais c'est une pratique scientifique modeste, qui ne va pas pour but de construire une vue de l'univers, view from nowhere. C'est une pratique scientifique qui, précisément parce que c'est une pratique qu'on suit en détail, qu'il faut financer, qui a des collègues, qui construit des laboratoires artificiels, qui se trompent, qui hésitent et qui est rare, arrive à des faits objectifs et scientifiquement les seuls dont on peut être assuré. Et ben voilà, c'est pas parce qu'on dit que la science est une construction, qu'on dit que parfois elle rate, qu'elle hésite, qu'on lui retire pour autant sa capacité à produire de la certitude. Mais bon, Latour, il est peut-être un peu injuste quand il dit que la science avec un grand S ne veut pas l'admettre. Parce que moi, quand j'écoute Sophie, je trouve que malgré sa blouse blanche, elle l'admet totalement. Si on recherche tout ce que je faisais, je le connaissais à l'avance, je ne serais plus dans la recherche. Par définition, la recherche que je mène est à une frontière du savoir, et donc je peux espérer comprendre l'étape suivante, mais je ne peux pas prédire où nous serons dans 10 ans. C'est ce qui fait le côté excitant de mon métier, c'est ce qui en fait aussi les limites. C'est pour ça que je crois qu'il est important que la recherche soit équilibrée du point de vue de son financement entre le développement d'une technologie et l'étude, par exemple, de sa toxicité potentielle. Ça me semble important. Et ce serait peut-être la condition pour que les nanoparticules ressortent des théories complotistes. On les prendrait pour ce qu'elles sont. Un espoir sans doute, mais dont il faut discuter ce qu'ils nous coûtent en termes de santé publique notamment, et les bénéfices qu'on pourrait en retirer. Le problème, c'est qu'on n'est pas très fort pour discuter de ça collectivement. On l'a vu récemment avec la 5G qui est encore plus invisible que les nanoparticules, encore plus magique. Encore une fois, État et industriels n'ont pas laissé beaucoup de temps au public pour se poser, pour y réfléchir, avant d'installer des antennes partout. Et la 5G aussi a rejoint le grand complot.